Les moteurs de la Russie sont en panne, à la fois littéralement et économiquement. Le pays qui fabriquait autrefois des millions de véhicules et faisait circuler des trains à travers 11 fuseaux horaires peine aujourd'hui à faire avancer quoi que ce soit. Les usines automobiles sont arrêtées, et les lignes ferroviaires endommagées ou sabotées, freinant les expéditions qui autrefois dynamisaient l'économie. L'effondrement de ces systèmes montre un pays sous pression de toutes parts à cause de la guerre, des sanctions et d'une économie en déclin. Dans un pays aussi vaste et dépendant des ressources que la Russie, les voitures et les trains ne sont pas seulement des moyens de transport. Ce sont des lignes de vie qui maintiennent l'économie en mouvement. Maintenant, ces lignes de vie s'assèchent et entraînent l'économie vers le bas avec elles. Cette vidéo abordera l'effondrement industriel de la Russie et ses implications mondiales. Commençons par parler de l'industrie automobile, car c'est une histoire qui passe de la fierté au désespoir en seulement quelques années. À l'époque soviétique, des marques comme Lada, Kamaz et Ulyanovsky Uvod Avtomobilny Zavod n'étaient pas seulement des voitures et des camions. Elles étaient vues comme des symboles du génie russe. Les Lada étaient exportés dans le monde entier, de l'Europe de l'Est à l'Amérique latine, comme preuve que l'Union soviétique pouvait rivaliser sur la scène mondiale. Malgré l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'industrie automobile russe a su s'adapter. Dans les années 2000 et 2010, des entreprises étrangères telles que Renault, Nissan et Volkswagen ont beaucoup investi en Russie. Ils ont établi des usines et des partenariats avec des entreprises locales, comme Avtovaz, fabricant de Lada, devenu une coentreprise avec Renault. Pendant un temps, l'industrie automobile russe semblait se moderniser, produisant des véhicules pouvant rivaliser avec les marques occidentales. De nouveaux modèles sortaient des usines, et les Russes s'attendaient désormais à des voitures aussi bonnes que celles des pays occidentaux. Mais ensuite est arrivée l'année 2022, et tout a changé. L'invasion russe de l'Ukraine a déclenché des sanctions occidentales qui ont durement touché l'industrie automobile. Les entreprises étrangères ont non seulement réduit leurs activités, mais ont également quitté le pays. Vernal s'est retiré de sa participation dans Autovovos, laissant l'entreprise en pleine débâcle. Mercedes, Toyota, Ford et d'autres ont arrêté leurs activités, fermant usines et concessions. Les constructeurs automobiles russes ont été soudainement coupés de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Plus de microprocesseurs d'Allemagne, plus de composants de moteurs du Japon, plus de systèmes de freinage avancés des États-Unis. L'impact a été immédiat et brutal. Sans ces pièces, les usines étaient à l'arrêt. Les chaînes de montage ont considérablement ralenti, certaines s'étant même complètement arrêtées. À la fin de 2022, Avtovaz était dans un état si mauvais qu'il a commencé à produire des Lada sans équipement de sécurité de base comme les airbags ou les freins anti-blocage. Imaginez acquérir une voiture neuve en 2023 qui semble sortir tout droit des années 80. C'est la réalité pour beaucoup de consommateurs russes. Les chiffres sont encore plus frappants. La production automobile russe a atteint son plus bas niveau en 30 ans, en 2023. Les usines qui produisaient autrefois des centaines de milliers de voitures par an peinaient à survivre. Avtovaz a signalé des baisses de production de plus de 50% comparé au niveau pré-sanction. Kamaz, le fabricant de camions, a connu des problèmes similaires, avec une baisse de production due aux difficultés d'approvisionnement en pièces détachées. La demande intérieure de voitures s'est effondrée, l'inflation réduisant les économies des gens. Avec la hausse des taux d'intérêt, le crédit à la consommation s'est tari. Le Russe moyen ne pouvait pas acheter une voiture neuve, même s'il en trouvait une. Les concessions ont également commencé à fermer. Ces problèmes n'ont fait qu'empirer depuis. Selon les rapports, environ 200 concessions, soit 5% du total, ont fermé leurs portes rien que cette année. Les ventes de voitures neuves ont chuté de plus de 25% en 2025 et un tiers des concessionnaires restants survivent à peine. L'algorithme tente de dissimuler les histoires sur l'effondrement discret des systèmes, les empêchant de devenir virales. Le Kremlin les ignore. Si cette histoire mérite d'être vue, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Cela aide chaque vidéo à atteindre les personnes qui ont besoin de savoir ce qui se passe réellement en Russie. Merci. Pour combler le vide, la Russie s'est tournée vers la Chine lorsqu'elle a d'abord constaté le problème. Avec le départ des entreprises occidentales, les constructeurs automobiles chinois comme Haval, Geely et Chery ont vu une opportunité. Ils ont inondé les marchés russes avec leurs voitures, et les ventes ont explosé. En 2023, les marques chinoises représentaient près de 40% des ventes de voitures neuves en Russie, contre 10% quelques années auparavant. Les usines russes, luttant pour leur survie, ont commencé à adapter leur chaîne de montage pour produire des modèles chinois sous des marques locales. En apparence, c'était un moyen de soutenir l'industrie. Mais en y regardant de plus près, c'est une solution précaire qui pourrait ne pas durer. Les voitures chinoises sont souvent plus chères que les Lada russes, les rendant inaccessibles pour beaucoup. La qualité est un autre souci.
Les plaintes concernant des moteurs peu fiables, des intérieurs bon marché et des pannes fréquentes sont courantes, sans grande surprise. Les acheteurs russes, habitués au Lada robuste, bien que dépassés, n'appréciaient pas de payer cher pour des voitures peu durables. Pendant ce temps, la position de la Chine dans tout cela n'a fait que se renforcer. Sans concurrence occidentale, les entreprises chinoises ne se contentent pas de vendre des voitures, elles dictent aussi les conditions. Les prix grimpent. Les politiques de garantie se durcissent, et les pièces de rechange sont souvent en retard. Certains analystes en Russie avertissent discrètement que le pays échange une forme de dépendance contre une autre. Cette fois, c'est encore plus déséquilibré. La Chine a l'avantage dans les négociations, laissant peu de marge à Moscou pour résister. L'industrie automobile russe reste dépendante des pièces et technologies étrangères. Les voitures chinoises peuvent être assemblées en Russie, mais des composants clés comme les puces et capteurs proviennent de l'étranger. Les sanctions compliquent en banque l'obtention fiable des pièces et fragilisent les chaînes d'approvisionnement. Cette dépendance révèle une dure réalité. La tentative de la Russie de remplacer ses partenaires occidentaux par des partenaires chinois n'a pas résolu le problème. Cela n'a que déplacé le problème, et les consommateurs en pâtissent. Avec moins d'options et des prix plus élevés, de nombreux Russes gardent leurs anciennes voitures ou se tournent vers des véhicules d'occasion, qui sont en pénurie. L'industrie automobile, autrefois une fierté nationale, n'est plus que l'ombre d'elle-même, survivant tant bien que mal en sursis. Cette histoire comporte une autre dimension, l'essor d'un marché parallèle. Suite à l'arrêt des importations officielles occidentales, les importations parallèles ont fortement augmenté. Des voitures sont introduites clandestinement en Russie via des pays voisins comme l'Arménie et le Kazakhstan, souvent avec des papiers douteux. Ces véhicules échappent aux taxes et réglementations, posant un défi au gouvernement. La qualité est aussi un pari, car certaines de ces voitures sont des épaves rénovées ou des modèles ne respectant pas les normes de sécurité. Pourtant, la demande est si forte que même les services de police et les agences gouvernementales achètent des voitures chinoises ou des véhicules du marché gris pour maintenir leur flotte en service. Le marché des voitures d'occasion est en plein boom. Les prix des véhicules plus anciens ont grimpé en flèche à mesure que l'offre se tarit et que les nouvelles importations restent peu fiables ou hors de prix. Les acheteurs désespérés se tournent vers tout ce qui a des roues, même si c'est rouillé ou à peine en état de marche. Ce boom a ouvert la porte à la fraude au compteur kilométrique, les vendeurs reculant le kilométrage pour gonfler les prix. Des voitures vendues à Moscou ou Yekaterinbourg ont déjà changé de propriétaire 3 ou 4 fois. Chaque nouvelle annonce semblait plus suspecte que la précédente. De plus en plus de véhicules volés ou accidentés sont remis en état et présentés comme étant en bon état, souvent sans aucune responsabilité. L'environnement est dangereux pour les consommateurs, et le gouvernement semble impuissant face à cette situation. Ce commerce du marché noir montre à quel point la situation est devenue désespérée. Alors que les routes de la Russie se remplissent de marques inconnues et de machines obsolètes, ces chemins de fer peinent à fonctionner. La Russie est le plus grand pays du monde par sa superficie, s'étendant sur environ 6,6 millions de miles carrés ou 17 millions de kilomètres carrés. Transporter des biens et des passagers sur une telle distance est un immense défi, et les chemins de fer en sont la colonne vertébrale. Ils transportent pétrole, gaz, charbon, céréales et matériel militaire vers les marchés d'exportation, centrales électriques, populations et lignes de front. Les trains sont essentiels à l'économie russe. Ils connectent les régions isolées aux centres industriels. Ils relient les mines de Sibérie aux usines de Moscou et les ports de l'Extrême-Orient aux marchés européens. Dans un pays où les routes sont peu fiables et le transport aérien trop coûteux pour la plupart des marchandises, les trains permettent de faire avancer les choses. Mais malheureusement, le système ferroviaire russe est soumis à une pression immense et il commence à céder. La guerre en Ukraine a poussé les chemins de fer à leurs limites. La logistique militaire, incluant le transport des troupes, chars et munitions, est devenue prioritaire au détriment des industries civiles. Les livraisons de carburant et de munitions sont prioritaires, délaissant les autres biens. Cependant, même la logistique militaire rencontre des difficultés. Les rapports d'expédition de munitions retardés ou détournés à la dernière minute se multiplient. Des déploiements de troupes ont été retardés à cause de problèmes de transport, forçant les soldats à attendre des jours pour recevoir équipements et fournitures. Quand même l'armée ressent la pression, cela montre que le système ferroviaire approche de son point de rupture. Le système ferroviaire tendu impacte l'économie entière. Les retards d'approvisionnement en matières premières pour les usines augmentent les coûts. Les commerçants font face à une pénurie de marchandises, entraînant une hausse des prix. En 2024, des régions ont signalé des retards, de plusieurs semaines, pour des fournitures essentielles telles que les matériaux de construction et la nourriture. Ces perturbations affectent surtout les petites entreprises et les consommateurs, qui ont du mal à absorber les surcoûts. Parallèlement, les sanctions ont contraint la Russie à se tourner vers le rail, les voies maritimes vers l'Europe étant limitées.
Les exportations telles que le charbon et les céréales, autrefois transportées par bateau, s'entassent maintenant dans les dépôts ferroviaires, attendant des trains déjà surchargés. L'augmentation de la demande a mis en évidence un problème plus grave. Les chemins de fer russes sont vétustes et mal entretenus. Une grande partie de l'infrastructure remonte à l'époque soviétique, avec des voies ferrées et des ponts qui n'ont pas été correctement entretenus depuis des décennies. Le sous-investissement a fragilisé le système qui, face à une utilisation accrue, peine à gérer la pression. Cela entraîne de nombreuses difficultés. Les pannes sont fréquentes partout, les retards de fret sont courants, et le charbon reste bloqué en Sibérie, ne pouvant atteindre les ports pour l'exportation. Des exportateurs réorientent leurs marchandises via le Kazakhstan et la Biélorussie pour accéder aux marchés étrangers. Cependant, cela ne fait qu'accroître la distance, la paperasse et les retards. Les effets en cascade sont visibles dans de nombreux domaines. Les cimenteries ont stoppé leur production par manque de calcaire et de charbon, ce qui retarde les aciéries sur leurs contrats. Même les usines de transformation alimentaire en Extrême-Orient sont impactées, les matériaux d'emballage et le carburant arrivant avec plusieurs semaines de retard. Une cascade de retard débute par une ligne de fret encombrée et aboutit à des rayons vides ou des livraisons en retard. Les céréales s'accumulent dans les dépôts ruraux, faisant augmenter les prix alimentaires. Par-dessus tout cela, les déraillements et les accidents sont en hausse, causés par des voies surchargées et du matériel usé. En 2024, des rapports ont signalé une hausse des incidents ferroviaires, tels que des incendies et collisions, le système étant en difficulté. Le principal problème concerne les pièces de rechange, car les sanctions occidentales ont bloqué l'accès aux composants clés. Cela inclut des éléments comme les roulements, les systèmes de freinage et la technologie de signalisation. La Russie importait ces pièces d'Allemagne et des États-Unis, mais ces chaînes d'approvisionnement n'existent plus. La production nationale ne peut combler le vide, et la Russie n'a ni la technologie, ni la capacité de fabriquer des pièces de rechange de haute qualité. Les trains circulent donc avec des pièces obsolètes ou de fortune, augmentant le risque de panne. Le problème ne touche pas uniquement l'équipement, mais aussi le système. La société d'État russe, chemin de fer russe, gestionnaire du réseau ferroviaire, traverse une situation financière chaotique. La dette a grimpé à plus de 1,7 billion de roubles, soit environ 21 milliards de dollars au taux de change actuel. Les revenus baissent, car les exportations vers l'Europe, une source de revenus majeure, ont chuté. Pendant ce temps, le passage à la Chine comme partenaire commercial n'a pas été la solution que la Russie espérait. Les voies ferrées vers la Chine sont saturées et peu synchronisées. Les trains restent à l'arrêt pendant des jours, en attendant l'autorisation pendant que les marchandises se gâtent ou perdent de la valeur. La République démocratique du Congo est coincée dans un cercle vicieux. Elle a besoin de fonds pour réparer le système, mais ne peut générer assez de revenus car celui-ci s'effondre. La crise ferroviaire n'est pas seulement un problème logistique, c'est un frein pour toute l'économie, rendant tout plus cher et moins fiable. Donc, si à la fois les voitures et les trains échouent, qu'est-ce que cela nous dit sur l'économie russe dans son ensemble ? Vous voyez, l'industrie automobile et le secteur ferroviaire ne sont pas simplement des secteurs aléatoires, ce sont des miroirs qui reflètent rarement des problèmes plus profonds. L'effondrement des chaînes d'approvisionnement, l'isolement technologique et la faible demande des consommateurs signalent une économie en difficulté. Bien que Moscou ait annoncé des chiffres de croissance gonflés, la vérité est que l'économie stagne. La stagnation est un signal d'alarme, montrant que les dépenses de guerre qui ont soutenu l'économie en 2022 et 2023 commencent à perdre leur effet. Un autre signe d'alerte est la fuite des capitaux, avec plus de 250 milliards de dollars quittant le pays, alors que les entreprises et les riches transfèrent leur argent vers des marchés plus sûrs. L'inflation élevée, près de 10% selon le ministère de l'économie russe, réduit le pouvoir d'achat des gens. La production industrielle est en retard, avec des secteurs clés comme la fabrication et la construction qui peinent à obtenir les intrants nécessaires. Les indicateurs révèlent une économie en perte de vitesse, comme le montrent les crises dans l'automobile et le ferroviaire. La dégradation des chaînes d'approvisionnement et l'isolement technologique causé par les sanctions ont laissé le pays avec des systèmes obsolètes et sans voie claire pour se moderniser. Et ce manque de modernisation se retrouve aussi dans les logiciels. De nombreux systèmes de transport reposent toujours sur d'anciens ordinateurs soviétiques, utilisant des logiciels obsolètes. La numérisation récente du contrôle du trafic ferroviaire et des systèmes d'inventaire automobile a été interrompue. Privés des logiciels occidentaux, des ingénieurs se sont tournés vers des copies piratées. Cela crée cependant des risques de sécurité et des difficultés de coordination. Un seul bug logiciel au mauvais endroit pourrait arrêter toute une chaîne logistique, et cela devient de plus en plus courant. De plus, la faible demande des consommateurs, due à une inflation élevée et à un crédit restreint, freine la croissance dans ces secteurs. Ces problèmes créent une boucle de rétroaction. Moins de production entraîne moins de revenus, donc moins d'investissement, menant à encore moins de production.
L'économie russe survit difficilement sur une base étroite, les exportations en temps de guerre. C'est une spirale descendante dont il est ardu de s'extraire. Les ventes de pétrole et de gaz à la Chine et l'Inde maintiennent le budget à flot. En 2024, les prix d'exportation du pétrole ont augmenté de 10%, et le commerce avec les pays sans sanctions a permis à la Russie d'afficher un excédent budgétaire de 2,2 milliards de dollars. Cependant, c'est un sauvetage précaire. L'infrastructure nationale, telle que les chemins de fer et les usines, se détériore en arrière-plan. Chaque dollar dépensé pour la guerre n'est pas investi dans la réparation des voies de ferrée, la construction de voitures ou la modernisation des industries. Plus la situation perdure, plus elle s'aggrave. Un pays incapable de déplacer efficacement marchandises et populations ne peut se développer. La productivité stagne, les coûts augmentent et le niveau de vie se détériore. La Russie est à bout de souffle et ses réserves s'épuisent. La guerre a un impact au-delà des aspects financiers. Cela transforme l'économie russe d'une manière qui pourrait la hanter pendant des décennies. La priorité militaire a déformé des secteurs comme le rail, où les besoins civils sont écartés au profit des troupes et des armes. Ce n'est pas qu'une perturbation temporaire, cela modifie le fonctionnement du système. Les usines qui produisaient des pièces pour trains fabriquent désormais du matériel militaire. Les ouvriers qualifiés pour réparer les voies sont envoyés au front, ou fuient le pays, causant une fuite des cerveaux. En 2024, la Russie a perdu plus de 500 000 personnes, dont de nombreux jeunes professionnels en ingénierie et informatique. Ces personnes auraient pu contribuer à la reconstruction des secteurs automobiles et ferroviaires, mais elles entament plutôt une nouvelle vie dans des pays comme la Turquie ou la Géorgie. La fuite des cerveaux et le vieillissement de la main-d'œuvre aggravent la situation. Les métiers spécialisés comme la maintenance des trains, le soudage ferroviaire et l'ingénierie automobile connaissent une baisse du nombre de nouveaux entrants. Les écoles professionnelles formant des techniciens sont sous-financées ou fermées. Les salaires pour ces postes ont stagné, les rendant peu attractifs pour les jeunes travailleurs. Ainsi, même avec des fonds pour réparer les voies ferrées ou augmenter la production des usines, il manque souvent de main-d'œuvre qualifiée pour réaliser le travail. Plus la guerre s'éternise, plus il sera difficile de remplacer ces talents. Abordons maintenant le côté humain, car il ne s'agit pas uniquement de chiffres et de machines. Les crises dans l'automobile et le rail compliquent le quotidien des Russes ordinaires. Prenez quelqu'un qui vit dans une petite ville comme Tver ou Yaroslavl. Ils doivent déjà faire face à la hausse des prix de la nourriture et du loyer à cause de l'inflation. Maintenant, ils ne peuvent pas se permettre d'acheter une nouvelle voiture, et l'ancienne tombe sans cesse en panne parce que, eh bien, les pièces détachées sont rares. Les transports en commun n'aident pas beaucoup non plus, car les services de bus sont réduits, parce que les gouvernements locaux manquent d'argent. Il n'y a pas que les bus. Les lignes ferroviaires locales et les métros régionaux sont aussi réduits. Dans des villes comme Perm et Novosibirsk, les horaires des trains de banlieue ont été fortement réduits. Cela a laissé des milliers de personnes bloquées ou obligées de trouver des alternatives coûteuses. Le financement pour les réparations s'est tari, entraînant souvent une réduction du nombre de wagons ou la suppression d'arrêts. Les civils qui dépendent des transports abordables doivent maintenant faire face à des retards ou à des quais surpeuplés. Ces perturbations compliquent considérablement la vie quotidienne, en particulier dans les régions périphériques du pays. Ces frustrations s'accumulent, donnant l'impression que les choses échappent à tout contrôle. Les entreprises le ressentent aussi. Les boulangeries de Kazan et les entreprises de construction de Volgograd dépendent des trains pour leur approvisionnement. Lorsque les livraisons sont en retard ou que les coûts augmentent, ils doivent augmenter les prix ou réduire leur activité. En 2024, les petites entreprises russes ont rapporté une baisse de 15% de leurs bénéfices, citant souvent les problèmes de transport comme préoccupation majeure. Certaines ferment complètement, incapables de concurrencer. Cela frappe durement les économies locales, surtout dans les régions éloignées de Moscou, où les emplois sont déjà rares. Les répercussions sont infinies. Moins d'entreprises entraînent moins d'emplois, donc moins d'argent pour les familles, et moins de dépenses, et ainsi de suite. Cette spirale descendante est difficile à surmonter. Un autre problème est l'absence de planification à long terme. Les dirigeants russes se concentrent sur la survie à la guerre et l'évitement des sanctions, mais ils ne réfléchissent pas à ce qui se passera dans 5 ou 10 ans. L'industrie automobile nécessite des investissements en R&D pour être compétitive mondialement, mais cela ne se produit pas. Le système ferroviaire a besoin d'une refonte complète, incluant de nouvelles voies, des locomotives modernes et une meilleure gestion. Cependant, ils ne peuvent pas le faire en raison du budget bloqué dans des solutions à court terme. Récemment, une faible portion du budget de chemin de fer russe a été allouée aux améliorations du capital. C'est en forte baisse par rapport à il y a 10 ans, lorsque le développement à long terme était une priorité. Ce manque de vision prépare la Russie à des problèmes plus graves à l'avenir. Un pays qui n'investit pas dans l'avenir est un pays qui parie contre lui-même. Le gouvernement russe a essayé de réagir, mais ses politiques ne fonctionnent pas. Remplacer les produits étrangers
par des produits russes, a été un pilier de la stratégie du Kremlin. Dans l'industrie automobile, cela a impliqué de tenter de produire des véhicules sans composants occidentaux. Mais comme nous l'avons vu, les résultats sont des voitures de mauvaise qualité que personne ne veut acheter. Le gouvernement a injecté de l'argent dans le chemin de fer russe pour sauver le secteur ferroviaire, mais ce ne sont que des solutions temporaires, pas durables à long terme. Le véritable problème, c'est la corruption systémique et la surcentralisation. Des milliards de roubles alloués aux modernisations finissent souvent dans les poches des responsables. Parfois, les fonds sont mal attribués à des projets qui ne s'attaquent pas aux problèmes de base, comme l'entretien des chemins de fer. Beaucoup d'argent a été alloué aux modernisations ces dernières années, mais très peu semblent réellement avoir atteint les voies ferrées. Des enquêtes ont révélé des contrats attribués à des entreprises sans expérience, des coûts de réparation gonflés et des signes fréquents de corruption. Dans un cas, un pont a été certifié comme entièrement rénové, alors que les inspecteurs ont constaté que seules les rambardes avaient été peintes. Le système favorise les entreprises bien connectées, plutôt que compétentes, ce qui se reflète dans l'augmentation des déraillements et des retards. Avec la prise de décision concentrée à Moscou, les réseaux ferroviaires régionaux et les usines sont laissés à eux-mêmes. Alors, que nous réserve l'avenir ? En effet, si la situation persiste, la crise de l'automobile et du rail risque d'aggraver la récession économique en Russie. Parlons d'abord des voitures. Si la production poursuit sa baisse et les prix leur hausse, l'industrie automobile pourrait se réduire considérablement par rapport à sa taille passée. Les usines fermeront, entraînant une perte d'emploi. La Russie deviendra alors plus dépendante des importations étrangères. Il ne s'agit pas seulement de perdre quelques marques, mais de perdre la capacité de fabriquer, d'innover et d'être autonome. En 2024, la Russie a fabriqué près d'1 million de véhicules, mais c'est bien moins que les 2 millions produits il y a 10 ans. Si cette tendance persiste, l'industrie pourrait nécessiter une assistance vitale d'ici 2030. Cela aurait un impact en cascade sur les sidérurgistes, les fournisseurs automobiles, les concessionnaires et le système ferroviaire qui est une préoccupation majeure. Si chemin de fer russe ne peut pas réparer ses voies et ses trains, l'économie s'étouffera. Des régions comme la Sibérie et l'Extrême-Orient, dépendantes du rail pour se connecter au reste du pays, risquent l'isolement. Les exportations en pâtiront, car le charbon, le pétrole et les céréales n'arriveront pas au port. L'année dernière, les problèmes ferroviaires ont fortement réduit les revenus d'exportation, et ce chiffre pourrait doubler si le système continue de se détériorer. Les prix alimentaires devraient continuer d'augmenter en raison du blocage des céréales et de l'arrêt des industries par manque de matières premières. Ce ne sont pas que des paroles. Des rapports montrent déjà que des usines dans l'Oural réduisent leur production parce que les livraisons d'acier et de charbon ont des semaines de retard. Mais ce n'est pas qu'une question d'économie. Cela touche à l'identité même de la Russie en tant que nation. L'effondrement de l'automobile et du rail en soustrait des éléments. La Lada symbolisait le courage et la résilience, capable d'affronter les routes difficiles et les hivers rigoureux de la Russie. Le chemin de fer était les veines d'un empire, reliant ensemble une nation immense. Voir ces systèmes vaciller, c'est comme voir une partie de l'âme de la Russie s'échapper. Les gens sont frustrés car ils ne peuvent ni acheter de voiture ni prendre le train et voir leur pays peiner à suivre le rythme. Cette perte de fierté, ce sentiment de déclin est plus difficile à mesurer que le produit intérieur brut ou l'inflation, mais il est tout aussi réel. Les enjeux pour l'avenir sont considérables. Plus la Russie tarde à résoudre ses problèmes, plus ce sera difficile. Les sanctions et la guerre sont là pour durer, sans signe d'apaisement. Le pétrole et le gaz permettront peut-être de garder les lumières allumées, mais ils ne peuvent pas reconstruire une économie qui s'effondre. Sans voitures et trains fiables, la Russie risque de devenir un pays paralysé. Les industries vont s'arrêter, les régions vont se détacher, et l'écart entre les riches et les pauvres va se creuser. Les fissures actuelles risquent de s'aggraver, fracturant l'économie et le pays lui-même. Quelles en seront les conséquences ? La Russie se dirige-t-elle vers un âge sombre industriel où ses systèmes autrefois fiers rouillent jusqu'à l'oubli ? Ou est-ce simplement une autre épreuve, dans une longue histoire de survie aux moments difficiles ? La vérité se situe probablement entre les deux. La Russie pourrait endurer cette crise, mais sans adaptation, ce serait un lent déclin. La chute de l'automobile et du rail sont plus que de simples obstacles. Ce sont des signaux d'alarme d'un système sous tension, d'un pays à court d'options. Lorsque les trains et les voitures s'immobilisent, il ne s'agit plus uniquement de transport. Il s'agit d'une nation qui perd son chemin, qui lutte pour rester unie sous le poids de ses propres choix. La question est de savoir si la Russie peut trouver un moyen de changer de cap avant que tout ne s'effondre complètement. Il s'agit d'une nation qui perd son chemin, qui lutte pour rester unie sous le poids de ses propres choix. La question est de savoir si la Russie peut trouver un moyen de changer de cap avant que tout ne s'effondre complètement.